Bon, ma question, vous l'avez évoqué un peu, c'est que l'argument, moi j'ai entendu le ministre Moscovici parler de ces sujets-là sur France Inter, et un argument c'est de dire, attention, il faut penser au personnel, ce qui est une sage précaution, mais j'ai l'impression que les banques elles-mêmes se retranchent derrière cet argument pour empêcher de faire de la révolution. Et donc là-dessus, je voudrais savoir si, bon, peut-être que il y a du personnel qui est affecté à toutes ces activités spéculatives, mais ne pourrait-on pas imaginer que le personnel soit reconverti dans d'autres tâches sans pour autant être licencié? Une deuxième question. Plus qu'une question, c'est quelques remarques ou compléments. Je suis d'accord sur l'origine de la crise, j'y vois aussi une cause dans le développement de la financiarisation. Je pense qu'on a perdu un combat idéologique à la fin de la décennie 70, au cours de la décennie 80, contre les ultralibéraux. Politiquement, c'était Thatcher et Reagan. Pour simplifier, la théorie qui était derrière, c'était Milton Friedman et compagnie, qui considérait que les crédits étaient inflationnistes et qu'il fallait prioritairement lutter contre l'inflation. Et que le développement des marchés financiers ne créait pas de monnaie et donc était moins inflationniste. Bon, je résume énormément. Je ne dis pas que je suis court, mais ce qu'on a payé derrière, c'est que le développement des marchés a accentué une volatilité considérable, et que ce soit la volatilité, c'est ça qui nourrit les marchés. Les banques de marché se nourrissent de la volatilité, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, ils s'en foutent. C'est la volatilité qui les nourrit. Et bon, on l'a payé, cette volatilité, par la crise et les effets de bulle, etc., que vous avez très bien développé. Là, c'est le premier point, je pense qu'il faut lutter contre la financiarisation, ce qui est aussi une réponse à cela, ça n'a rien à voir avec l'activité bancaire classique. Alors, justement, pour en revenir au deuxième point sur la séparation, sur l'activité bancaire classique de crédit et de collecte, d'une part, et d'investissement de marché d'autre part, donc toutes les banques, en tout cas françaises, les banques françaises étant universelles depuis la nuit des temps, contrairement aux banques anglo-saxonnes, ont toujours séparé ces activités. Avec un point majeur qui est mal connu et qui crée des confusions, c'est qu'en réalité, et là j'ai eu la chance d'avoir accès à des documents internes importants, c'est sur l'activité de détail. Quand on dit la séparation entre les deux n'est pas toujours la même selon les banques. Si je prends les grandes banques françaises que j'ai connues, BNP, Crédit Lyonnais, Société Générale, que j'ai connues de l'intérieur, Crédit Agricole, la séparation qu'elles font ne sont pas les mêmes. Et si on prend le créneau de l'activité classique, particulier professionnel, c'est l'activité de loin qui est la plus rentable. J'ai trouvé, je vais le dire, je pense que vous êtes couvert partenaire professionnel, une rentabilité après impôt, dans l'activité au Crédit Lyonnais, après impôt, une rentabilité de 40% sur les capitaux investis, dans l'activité particulier professionnelle. Et pourquoi? Parce que cette activité n'est pas risquée. N'étant pas risquée, l'activité particulier professionnelle n'est pas risquée. Elle ne nécessite pas de fonds propres, non, il n'y a pas de risque sur particulier. Quand on collecte des fonds, on a un risque, très très peu. Quand on accorde des crédits à des particuliers qui sont des crédits à l'habitat, on ne prend pratiquement pas de risque. Je parle à l'époque où on était sous l'égide de Bâle 1. Les crédits immobiliers étaient pondérés à 50%. On arrivait à une rentabilité sur les capitaux investis dans cette activité de 40%. Ce qui est considérable, après impôt, hein, après impôt français. Auto français. Merci. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Troisième question.
J'ai voulu savoir si on a une idée de ce que représente le montant des transactions de l'économie réelle et de l'économie spéculative. Allez. J'en aurai une dernière, si vous voulez simplement. Je rejoins. Merci. Ne pensez-vous pas que la différence de calendrier entre les différentes mesures qui vont être prises, votées entre, d'une part, les États, ensuite l'Union européenne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, va créer de fait une distorsion de concurrence entre les établissements existants, français, européens, anglo-saxons et américains. Et donc donner la part belle, dans un premier temps, aux établissements anglais et américains. Merci. Non, ça va. Bon, donc, je vous réponds à une question clandestine. En principe, les Allemands vont voter une loi en même temps que nous, dans 3 mois. Donc, il y aura une loi française et une loi allemande qui vont être subtilement différentes avant de se fondre en principe un jour dans la loi européenne. À la question de la distorsion des concurrences est effectivement tout à fait au centre de l'histoire. Et on peut avoir 2 points de vue. Soit vous considérez que le modèle, c'est effectivement un modèle mondial dans lequel il y a de la concurrence entre les banques des différents pays. Et à ce moment-là, le risque épouvantable, c'est que dans chaque pays, les banques vont dire on a besoin de la moindre régulation possible pour être le plus concurrentiel. Et on arrive comme ça à la crise de 2007, où le système est de moins en moins régulé. Vous savez, et c'est pareil partout. Vous savez que les entreprises disent on ne peut pas mettre fin aux paradis fiscaux réglementaires parce que ça nous ferait une distorsion de concurrence par rapport aux autres entreprises des autres pays qui peuvent les utiliser. Donc avec cet argument, on ne peut rien faire, et donc on va vers le monde du libéralisme total. Et puis donc c'est pour ça qu'il y a un second point de vue, un point de vue tout à fait choquant, je suis désolé, à quel point de vue qu'on peut dire, les banques doivent en priorité récolter l'épargne des gens du pays pour la prêter aux entreprises, aux collectivités locales, en particulier. À ce moment-là, le problème de la concurrence, il est quand même relativement limité. C'est-à-dire ce qu'on a besoin, si on a un système qui fonctionne bien, c'est ce qui est important pour nous. Si effectivement on est capable de collecter l'épargne des ménages et de leur donner 2% de taux d'intérêt supérieur à l'inflation, et que ces 2% de taux d'intérêt, ça nous permet de faire du crédit à 3-4% aux collectivités locales et aux entreprises. Bon, ok, on s'en fout de la concurrence. Et donc le problème, c'est est-ce qu'effectivement le système bancaire, il doit avoir comme objectif principal être centré sur la banque commerciale, la banque de détail, ou est-ce qu'effectivement il doit être centré sur l'idée il faut permettre la concurrence. C'est le choix qu'a pas fait vraiment le gouvernement. Tu as 2 questions. Alors, on raconte que on dit que les transactions réelles représentent 2% des transactions et le reste c'est financier. Bon, c'est ce qu'on dit. On va prendre ça comme acquis. Il faut voir que le principe, lorsqu'il y a dans les opérations spéculatives, le principe c'est une très forte duplication. C'est-à-dire que quand quelqu'un, vous êtes une entreprise,
vous voulez faire un truc un peu compliqué, à ce moment-là, vous avez adressé à la banque, vous faites une première opération avec la banque, et la banque, pour se couvrir, elle va peut-être lancer une dizaine d'opérations avec d'autres banques, des filiales, etc. Et donc, il y a beaucoup d'opérations qui sont des opérations de couverture. C'est pour ça qu'on dit que les opérations réelles faites avec la vraie clientèle, les entreprises et les ménages, c'est que 2% des activités bancaires, parce que c'est des opérations simples par rapport à des opérations, extrêmement compliquées. Alors les questions de la rentabilité, bon, d'abord ça dépend des périodes. D'abord en 2006-2007, les activités spéculatives ont représenté une part extrêmement importante du produit bancaire par rapport aux activités classiques. Et ça a baissé actuellement. Il faut voir que le grand problème des banques entre 2000 et 2007, c'est que les activités classiques ont été de moins en moins rentables. Parce que il y a quand même une concurrence entre les banques, et donc les banques ont été amenées à faire des prêts à des taux de plus en plus bas et à augmenter un peu la rémunération des dépôts. Donc, une opération simple, elle est peu rentable pour les banques. C'est pour ça que les banques ont été amenées à se lancer dans des opérations risquées. Si imaginez par exemple que monsieur qui est très riche veut emprunter 100 000 euros pour aider son fils à acheter un logement. Comme monsieur est très riche, toutes les banques vont accepter de lui prêter à un taux extrêmement bas. Donc que va faire monsieur? Il va aller voir des tas de banques et il va prendre celle qui offre le moins. Donc finalement la rentabilité pour la banque ça va être faible parce qu'il n'y a pas de problème. Donc la banque, les opérations classiques, le problème c'est que de 2000 à 2007 elles deviennent de moins en moins rentables et c'est pour ça que les malheureuses banques sont obligées d'aller chercher de leur argent sur les marchés financiers. Jusqu'en... Pour dire la même chose que monsieur, je vais répéter, jusqu'en 1980, 85, on considérait qu'il y avait deux modèles. Un qu'on appelait le modèle de marché financier, inspiré par les anglo-saxons, sur lequel ce qui était important c'était de développer les marchés, et puis un second modèle qu'on peut appeler le modèle bancaire, que Michel Albert avait appelé le modèle Rénan, dans lequel on considérait que ce qui était important c'était les banques et les relations entre les banques et les clients. Et donc, voilà. Donc le choix qui a été... le modèle financier a petit à petit mangé le modèle bancaire, avec le problème, c'est le modèle financier il est extrêmement dangereux et il est instable. Dans le modèle bancaire, il faut le rappeler parce que c'est complètement périmé, il y avait des gens, on embauchait des gens, par exemple, on embauchait quelqu'un qui était un spécialiste de la chimie, et qui était capable, qui suivait avec précision la chimie, et qui était capable de faire des prêts de manière adéquate aux entreprises, parce qu'il connaissait bien le secteur, l'activité de... Voilà. Et la personne en question, elle avait... Normalement, elle devait avoir une compétence industrielle pour pouvoir évaluer les projets. Et ça a été remplacé de plus en plus par le modèle des traders qui, eux, n'ont pas de compétences industrielles et qui surtout vont spéculer à partir d'informations financières, à partir de logarithmes automatiques, etc. Et donc, c'est évidemment, c'est moins efficace. Le suivi précis des entreprises a été réduit au profit
du suivi purement boursier. Donc c'est moins bon. Donc faut revenir sur ce genre de choses. Donc évidemment, les banques emploient 400 000 personnes. Hein, sur 400 000 personnes, on estime qu'il y a 9 000 opérateurs de marché. Et le problème des opérateurs de marché, c'est pas tellement l'emploi. Le problème, c'est les rémunérations. Le problème, c'est que si vous êtes un jeune qui sort d'une grande école, vous pouvez vous dire, ben, je vais tenter ma chance dans la finance, je peux espérer gagner 1 million d'euros pendant quelques années, faire fortune sur les marchés, et puis c'est génial, quoi. Alors que si vous prenez un autre métier, vous allez travailler pour essayer de concevoir une voiture électrique, vous ne pouvez pas espérer, quelles que soient vos compétences, avoir des sommes folles, parce qu'il y a un travail collectif, etc., qui n'est pas du tout le même type de travail que celui de la finance. Et le problème, du coup, c'est que le problème des traders, c'est que c'est l'espoir d'avoir des gains fabuleux. Il faut voir que cet espoir est très souvent déçu, parce qu'il y a quelques traders qui gagnent des sommes folles parce que ils ont le flair nécessaire, etc., ou la chance, et puis il y en a des tas qui végètent dans des boulots relativement inintéressants, de back-office, etc. Donc la question primordiale n'est pas les 10 000 emplois de traders, c'est pas une question grave. Donc pour répondre à une question qui n'a pas été posée, mais qui a été posée entre-temps, la taxation des transactions financières est d'autant plus facile que, effectivement, les transactions sont informatisées, donc il y a des traces qui subsistent, et l'idée de cette taxation, c'est que ça oblige effectivement toutes les opérations à être convenablement enregistrées, et ne pas les enregistrer, ça devient un délit d'ordre fiscal. Donc ça oblige les banques à une vigilance beaucoup plus grande.